Ils ont prononcé mon nom comme on énonce un verdict, comme si je portais déjà la sentence sur le front. Je suis tombée à genoux sur ce marbre froid, et le froid m'a traversé jusqu'aux os, pas seulement celui du sol, mais celui des sourires autour de moi, des regards qui renvoyaient mon image plus petite, plus sale. Il faisait une lumière crue au-dessus du lustre, les téléphones scintillaient, on filmait, on riait. On m'a arraché le bracelet des mains, comme s'il s'agissait d'une preuve tangible de ma misère. « Regarde-la », a dit Bianca en souriant comme on ouvre un cadeau. Elle croit qu'on ne la verrait pas. Je plaçais ma main sur mon ventre avant même de comprendre ce que j'allais dire. Le mouvement était devenu instinct. Sentir, vérifier, prouver à moi-même que la vie, au moins, existait et résistait. Mon bébé bougeait doucement, comme si, à l'intérieur, il entendait les voix et s'efforçait déjà de me protéger. Ma respiration a rétréci. L'air du salon suintait la richesse. Cuir ciré, parfum entêtant, cire d'abeille sur des meubles qui n'avaient jamais connu la poussière. Mes mains tremblaient davantage, parce que je savais, avant même qu'ils n'en parlent, que je n'aurais pas de témoin parmi eux. Ils n'étaient pas là pour moi. « Tu as volé, devant tout le monde. » Vanessa parlait avec cette diction mesurée des gens qui savent choisir leurs mots comme on choisit des bijoux. Elle n'a pas crié, c'était pire. Sa bouche était immobile, mais ses yeux lançaient des flashs qui pénétraient jusqu'à mon âme. Joy et Clara se tenaient derrière elle, leur visage ruisselant d'une complicité froide. On m'a pointé avec des doigts ronds, comme si on désignait un objet défectueux à jeter. Quand on a dit dehors, je me suis relevée sans résister. L'ordre ne venait pas d'un domestique, il venait du sommet, le bras armé de la famille. Ils ont fermé la porte derrière moi, comme si mon départ pouvait aussi, d'un coup sec, effacer toute trace de ce qui s'était passé à l'intérieur. Sur le palier, j'ai senti la chaleur du soleil se heurter à la froideur du marbre encore sous mes genoux. Je m'accroche à la rampe, le métal était tiède, et je regardais la façade, les fenêtres, le jardin, comme si le paysage pouvait me restituer un droit. Personne n'a essayé de m'attraper. Personne n'a crié mon nom en me priant de rester. Ils ont simplement attendu que je disparaisse. J'ai marché jusqu'à la grille comme un automate, la main sur ma poitrine, blessée et honteuse. À travers les barreaux, tout semblait plus grand et plus lointain. La maison, la voix de Vanessa, les rires de Bianca, qui résonnaient comme autant d'échos qui me suivaient. Je me suis assise sur le bord du trottoir, enroulée dans ma veste, et j'ai prié sans savoir vraiment à qui je m'adressais. « S'il te plaît », ai-je murmuré à ce ventre, à ce ciel, à ce qui restait de fragile et vivant en moi. « S'il te plaît, reste. » Des voitures passaient, des passants jetaient des regards furtifs, pénaux ou indifférents. Un chien n'a aboyé quelque part, et pendant un instant je me suis surprise à penser qu'il était plus libre que moi. Il pouvait courir, lever la patte et tout recommencer. Je n'avais rien à offrir qu'un mensonge de dignité. Mes doigts effleuraient la terre sale. J'ai ramassé une petite pierre pour m'ancrer. La peur était une présence lourde, géométrique. Elle occupait l'espace, laissait peu d'air pour autre chose. C'est à ce moment-là qu'Elia est apparu. Il n'a pas déboulé en héros de roman, pas de geste grandiloquent. Il est simplement sorti du portail de son côté, enchaînant quelques pas qui l'ont mené à ma hauteur. Sa présence a créé un petit tunnel d'air, comme s'il avait aspiré les regards et les fit revenir sur lui. Il portait cette raideur des hommes habitués à commander, et pourtant sa voix était douce. Il m'a tendu la main, sans bruit, et m'a aidé à me relever. Tous les autres se sont tus d'un coup, la pauvreté d'un groupe face à la probité d'un unique regard. « Rentre à l'intérieur », a-t-il dit, à moi, mais avec la fermeté de celui qui sait qu'un ordre bien placé protège mieux qu'une promesse. Il n'a pas prétendu que les choses seraient simples. Il a posé sa main sur mon épaule, juste assez pour que j'y sente un appui, et rien d'autre. Dans le hall, entre les dorures et les portraits, il m'a emmené vers un coin plus discret, loin des caméras et des jugements. Il a murmuré qu'il s'occuperait de tout, qu'il savait qu'on ne pouvait pas simplement jeter quelqu'un comme on jette un sac. Ses mots étaient mesurés, mais il portait l'autorité qu'on lui reconnaissait. « Je vais voir », a-t-il promis. Il n'a pas dit « tu seras lavé », ni « ils paieront ». Il a dit « je vais voir », et pour la première fois depuis longtemps j'ai cru qu'il allait regarder. Il ne s'est pas contenté de m'offrir une couverture, il a parlé à Vanessa en face, sans élever la voix, sans humiliation. Il a demandé qu'on reporte la décision, qu'on ne mette pas ma vie en public, qui me ferait plus de mal que de bien. Vanessa a répondu par un sourire froid et laconique, qui ressemblait à un verdict. Mais il a eu au moins le temps d'arracher un petit pacte silencieux. 148 heures. Il voulait des jours pour vérifier. Lui, Elia, ne croyait pas aux évidences. Il croyait aux papiers, aux traces,
à ces choses muettes qui gardent plus d'honnêteté que la parole d'un convive. Je suis rentrée dans la maison, mais je n'y étais pas. Les murs me suivaient. Les pas sur le plancher me donnaient l'impression d'un sablier. À l'étage, j'ai fermé la porte de ma chambre comme on ferme une tombe provisoire. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une femme étrangère me regardait avec des yeux fatigués. J'ai posé ma paume sur le ventre pour sentir la certitude irrationnelle de la vie qui pousse. J'ai pensé à ce que j'aurais pu dire si on m'avait donné la parole, que je n'avais jamais touché à un seul bijou, que j'avais passé mes journées à nettoyer, à plier, à cirer, que mes mains ressemblaient plus à des chiffons qu'à des voleurs. Mais tout cela, personne n'aurait voulu l'entendre au milieu d'un salon où l'on rit de la misère. Je me suis endormie cette nuit-là avec des images en tête. Le lustre, les talons de Bianca, la bouche ferme de Vanessa. J'ai rêvé d'une porte qui refusait de s'ouvrir. Le sommeil était troublé et ponctué de réveils où je vérifiais instinctivement si la vie se tenait encore en moi. Le lendemain, j'ai repris le travail. Travail ou exil, je n'avais pas le choix. Le chant lancinant de la routine a repris, jeter des ordures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur, polir des surfaces jusqu'à ce que le reflet mente, préparer le thé avec des mains qui tremblaient à peine. Les insultes n'ont pas cessé. Elles ont pris des formes minuscules, plus piquantes parce qu'elles étaient banales. Bianca qui pose son sac à main sur la chaise où je dois m'asseoir et fait mine de ne pas me voir. Joie qui oublie de passer le balai dans la zone où je travaille. Clara qui, un matin, a laissé son plateau avec des restes presque entiers sur le plan de travail, et quand je lui ai demandé si je pouvais tout jeter, elle s'est mise à compter lentement. 1, 2, 3, comme pour me rappeler que je ne compte pas. Parfois, elle chuchotait derrière la porte une phrase qui me clouait. Si elle était réellement coupable, qui sait ce que c'est encore ? Le soupçon était l'arme la plus tranchante. Il ne laisse aucune trace visible, mais il ronge tout à l'intérieur. Entre ses coups quotidiens, Elia m'offrait des gestes minimes mais salvateurs. Un petit pain déposé sur la table de la cuisine à l'heure où la faim me tirait jusqu'aux os. Un regard, parfois, quand il passait dans le couloir, comme pour s'assurer que j'étais encore là, que je respirais. Une fois, il a effleuré ma main en me passant un linge. Le contact était si discret que si je n'avais pas levé les yeux, je l'aurais manqué. Il n'étalait pas le confort. Il le distribuait comme on dispense un médicament, en petites doses qui font effet. Et souvent, la nuit, je l'entendais travailler tard. Des feuilles froissées, une lampe laissée allumée, le bruit de doigts qui cherchent une information dans des piles de papier. Il y a eu des moments où j'ai failli céder à la colère. La colère est une réponse humaine, violente et chaude. Je me suis surprise à imaginer des scènes où je hurlais, où je jetais leurs objets précieux à terre, où je m'emparais de ce bracelet et le brisais en 1000 morceaux sous un ciel qui applaudissait. Mais la colère me mangeait de l'intérieur et ne résolvait rien. Alors j'ai appris l'art de la patience. Non pas la patience passive, mais la patience stratégique. J'ai commencé à mesurer mon souffle, à compter jusqu'à 10 avant de parler, à laisser les mots mûrir dans une sorte de cartographie mentale. L'attente s'est transformée en tactique. Elia le savait. Il me regardait parfois en train de respirer, et je pouvais lire dans ses yeux qu'il approuvait ce refus de l'impulsif. La maison, malgré son éclat, est devenue une scène. Chaque matin, j'entrais dans la cuisine comme on entre sur une place publique, sous le regard des juges invisibles. On me donnait des ordres dont la légèreté était une insulte. Une matinée, Bianca a éclaté de rire parce que j'avais utilisé le couteau à légumes pour peler une pomme. « Quelle bêtise !» avait-elle dit, comme si la stupidité était innée chez ceux qui nettoient. Une autre fois, Marcus a renversé un verre volontairement près de ma main, et quand j'ai ramassé la coupelle, il a laissé un mot sur la table. « Fais attention, ça pourrait être une pièce de valeur. » Il riait de cette façon-là, qui ressemble à la pitié quand elle se déguise en humour. Mais il y avait aussi entre ces incidents des instants d'une douceur improbable, comme le soir où Elia m'a trouvé pleurant dans la buanderie. Personne n'osait approcher. Il est resté là, contre la porte, et a dit d'une voix basse qu'il croyait en la vérité et qu'il allait la trouver. Il m'a raconté qu'il avait aperçu des anomalies, des relevés bancaires qui déviaient, des photos retirées d'un album, un petit dossier d'un médecin disparu. Il n'a pas montré beaucoup, juste des titres, des noms griffonnés. Il m'a laissé deviner. « Il n'y a pas de justice instantanée », a-t-il murmuré, et j'ai senti que pour la première fois depuis des semaines, la route était moins sombre. Je me suis surprise à sourire pour de petites choses. Un message laissé sur la table, tiens bon, une tasse de thé réchauffée par quelqu'un qui savait exactement comment je l'aimais. Ces items étaient fragiles comme des graines, on les respirait comme un espoir. Mais la menace restait constante. Vanessa regardait, comme une ombre lointaine, et ses yeux étaient parfois si durs que je pouvais y lire d'anciennes rancœurs. J'ai commencé à remarquer dans sa façon de me jauger une répétition trop précise,
comme si elle cherchait quelque chose en moi que je n'avais pas encore compris. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, le sommeil brisé par un souvenir qui n'appartenait pas à ces murs. Une femme qui frottait un tissu contre un berceau vide, un visage penché sous une lumière tremblante. J'ai senti une douleur ancienne se réveiller, celle d'une absence, d'une naissance qui n'avait pas été célébrée. Je ne savais pas encore comment nommer cette douleur. Était-elle la mienne, ou la trace d'un abandon que je n'avais jamais voulu reconnaître? Les mots étaient brouillés, comme si j'étais en train de déplier un ancien parchemin dont les lettres s'effaçaient. En journée, j'ai tenté de la chasser en me donnant au travail. La répétition devient protectrice. Plier des serviettes, disposer des assiettes, passer un chiffon sur un piano. Chaque geste manquerait. Pourtant, je ne pouvais pas empêcher mes pensées de revenir à ce que m'avait dit Elia à voix basse cette nuit-là. Il n'y a pas que des coïncidences ici. J'ai trouvé des traces. Le mot « trace » avait glissé entre ses lèvres avec la même gravité que la prononciation d'un nom sacré. Pendant des semaines, tout s'est joué dans ces micro-gestes. La maison, avec sa propreté immaculée, dissimulait des fissures plus profondes. J'ai commencé à remarquer des détails dans la façon dont l'éclairage changeait dans le bureau d'Elia. Cette lampe qui laissait une silhouette sur la table, la manière dont il feuilletait des documents à l'heure où tout le monde dormait. Quelquefois, il me demandait d'apporter du thé et restait silencieux à la porte, chargé d'un secret trop lourd pour la nuit. Je me tenais là, écoutant le froissement des papiers comme une musique qui disait « On prépare quelque chose ». Les rumeurs ont commencé à circuler, évidemment. Les mains qui portent des bagues murmurent plus fort. Vanessa a redoublé de froideur, orchestrant les repas comme si chaque couvert était une symphonie de rappels. Elle invitait des amis, organisait des réceptions où l'on discutait de biens, d'affaires, de voyages, tout ce qui pouvait faire paraître le monde normal, lisse, sans aspérité. Mais parfois, dans ces soirées, j'apercevais le coin d'un dossier, une photo entre deux catalogues, quelque chose qu'on croyait caché, mais qui laissait un filament prêt à être tiré. J'ai appris à surveiller sans paraître regardé. La discrétion est la science des démunis. Un après-midi, alors que le soleil s'ajustait à l'heure où il devient beau sans être douloureux, Elia m'a trouvée assise sur le banc du jardin, le regard perdu. Il s'est assis près de moi sans dire un mot et a posé sur mes genoux une enveloppe. Elle n'était pas scellée, elle exhalait l'odeur sèche des archives. « Un peu de lecture », a-t-il dit, avec un sourire qui ne savait pas rire. J'ai ouvert. Il n'y avait que des titres, une première page, des noms que je ne comprenais pas tous. Autopsie, relève bancaire, photographie. Mon cœur a raté un battement. Ces mots étaient froids, mais ils avaient la forme d'une promesse, des faits, des traces. Je ne voyais pas encore la trame entière. Il m'a expliqué, avec pudeur, qu'il ne mettrait rien en place sans vérification. Il allait parler à un médecin, à une personne qui avait travaillé sur des dossiers anciens. Il ne m'a pas demandé d'être silencieuse, mais il m'a prié de la modestie. Si nous nous précipitons, ils nous accuseront de vengeance. Attends, laisse-moi faire mon travail. J'ai hoché la tête. Attendre n'était pas renoncer, c'était prendre position dans un temps long. J'ai senti que je devenais moins légère, plus ancrée. La grâce n'était plus un miracle, c'était une stratégie. Quand je repense à ces jours où il fouillait, j'entends encore le bruit des feuilles, le cliquetis des tiroirs, la respiration retenue d'un homme qui refuse de céder. Parfois, il me montrait une photo floue, un reçu étrange, et ses yeux brillants avaient cette détermination d'un homme qui refuse d'accepter les évidences. Ce qui a réellement changé, m'a-t-il dit une fois, c'était ce dossier sous une lampe. Et il avait raison, la vérité parfois ne fait pas d'explosion. Elle se dépose discrètement sur une table, attend qu'on la voie, puis change le cours d'une vie. Je dois dire ici que la vie ne s'est pas transformée en une série d'alertes dramatiques. Beaucoup de mes journées restaient faites de tâches répétitives, d'humiliations subtiles, de petites violences verbales qui laissent des cicatrices invisibles. Mais au milieu de cela, il y avait la rumeur d'un événement à venir. Chaque soir, quand je rentrais dans ma chambre, je pliais mes vêtements comme on prépare une armée pour la nuit. Je me disais que si l'on me jetait encore une fois dehors, je ne m'écroulerais pas, j'aurais quelque chose sur quoi m'appuyer. La certitude venait peu à peu. Je n'étais pas seule. Quelqu'un cherchait. Et pourtant, il y avait des moments où je me surprenais à douter. Non pas de la réalité des faits, mais de ma capacité à continuer. Le soupçon avait cette force corrosive qui finit par creuser même les pierres les plus solides. Une fois, devant la glace, j'ai essayé de donner un nom à ma peur. « Qu'est-ce que tu veux, petite ?» me suis-je demandé, sèchement. Réponse, rester digne. Réponse, protéger mon enfant par tous les moyens. Ne décrochez pas, restez avec moi jusqu'à la révélation. La vérité n'arrive pas comme une flamme soudaine. Elle s'installe, elle travaille, elle gagne du terrain.
Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, ni ce que je devrais accepter de perdre pour qu'elle sorte enfin, mais je sentais au fond que quelque chose d'irréversible se préparait. Les jours qui suivirent ressemblaient aux précédents, et rien n'était pareil. Elia commença à multiplier les allers-retours vers son bureau, refermant soigneusement les dossiers derrière lui. Une fois, il a appelé quelqu'un. Je n'ai entendu que des bribes. Oui, je veux les documents, tout, même ce qui est vieux. Il parlait bas, sérieux. J'ai surpris une photo jetée négligemment sur la table. Un homme et une femme dans une fête ancienne. Les visages me semblaient familiers sans que je sache pourquoi, comme des échos d'un monde auquel je n'avais jamais appartenu. J'ai rangé la photo discrètement. Quelque chose dans mes entrailles m'a dit de la garder. Vanessa, elle, continuait son ballet cruel. Elle multipliait les invitations pour tester les réactions, lançait des piques à la table et souriait quand sa fille dissimulait un commentaire assassinant le faisant passer pour un jeu. Bianca, en particulier, affectionnait ces petites humiliations rituelles. « Il faut qu'elle sache sa place », m'avait-elle un jour dit, à voix basse, juste assez pour que je l'entende. Ces mots résonnaient en moi comme une condamnation sociale, une idée ancienne qui se perpétuait, comme une baleine vieille et lente dans les eaux claires. Je pensais souvent à ce que signifierait la justice. Pas la vengeance, non, je n'en voulais pas. Je voulais que la vérité soit connue, que les faits soient posés sur la table, comme on pose des assiettes prêtes à être servies, nettes et visibles. Je voulais que mes enfants, si Dieu me le permettait, grandissent dans une maison qui ne soit pas faite de rumeurs et de mensonges. J'ai commencé à écrire mentalement les règles que je poserais. Jamais Vanessa près de mon enfant, aucune cohabitation possible, respect mutuel, si cela existait. Un soir, alors que le ciel s'étirait en teinte mauve, Elia est venu me trouver dans la cuisine vide. Il avait ce dossier avec lui, l'air plus sombre que d'habitude. Il a posé sa main sur le plan de travail et s'est approché de moi. « Demain, a-t-il dit simplement, je vais réunir tout le monde. » Ces mots m'ont traversé comme une lame douce. Réunir tout le monde. L'idée que la vérité puisse être annoncée en public me donnait à la fois peur et un étrange soulagement. J'ai senti mes lèvres trembler un instant. « Tu crois que ça suffira ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Il respirait. « Je crois que c'est le moment », a-t-il conclu. Le sommeil cette nuit-là était léger, ponctué par des images, des documents étalés sur une table, des regards figés, Vanessa qui blêmit. Je me suis mise à relire dans ma tête tout ce que je savais et tout ce que je ne savais pas. Étais-je prête à entendre la vérité? Et si la vérité était pire que ce que je pouvais supporter? Ces questions m'ont gardée éveillée. Au matin, je me suis habillée lentement. Je voulais paraître droite, présentable, digne d'être vue. J'ai choisi une robe simple, sans fioritures. Les mains qui me préparaient l'étaient, elles aussi, comme à leur habitude, expertes. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu la femme qui avait appris à attendre. Mes traits semblaient plus calmes, comme si l'attente avait poli ma colère en une forme plus utile. J'ai pris une grande respiration, me suis passé une main sur le ventre et je suis descendue à la salle commune, le cœur battant. La table était prête, les serviettes pliées, la lumière réglée. Vanessa est arrivée à l'heure précise d'un chef d'orchestre sûr de sa partition. Elle m'a regardée d'un air qui n'était ni haine ni peur, mais une curiosité détachée. Bianca était à côté d'elle, feignant l'indifférence. Marcus a trouvé une place à la gauche de Vanessa, l'air absent. Jay et Clara se tenaient en retrait, observant comme des détectives en herbe. Et au milieu de tout cela, Elia a posé une enveloppe lourde sur la table. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Il a regardé autour de lui, a rencontré mes yeux et m'a offert un demi-sourire, celui des compagnons de bataille qui n'ont pas encore brandi l'étendard, mais savent qu'ils vont le faire. Je ne savais pas si j'étais prête à ce qui allait suivre. J'entendais encore le murmure des feuilles sur son bureau, le cliquetis des tiroirs, cette promesse d'un dossier sous une lente. La maison qui avait été la scène de ma honte allait peut-être devenir celle de ma réparation. Et dans ce silence dense, j'ai senti mon ventre bouger. Une petite vie qui me rappelait que, quelle que soit l'issue, je devais rester intacte pour elle. J'ai respiré, préparée à écouter. Il a posé l'enveloppe au centre de la table comme on dépose une bombe à retardement. Son poids était minime, les faits étaient tout sauf légers. Les invités se sont penchés comme attirés par une hésitation, et le salon qui m'avait tant humiliée reprenait pour un instant la fonction d'un tribunal. Vanessa a croisé mes yeux une seule fois, et j'ai cru y lire une stratégie, un masque doucement appliqué pour masquer la peur. Bianca avait retourné sa serviette entre ses doigts, feignant l'indifférence. Marcus regardait ailleurs, cherchant un salut dans le vide. Elia a lâché l'enveloppe et a pris une grande respiration. Sa main tremblait presque, juste un battement, imperceptible, mais il ne tremblait pas pour lui-même.
Il était tendu pour moi, comme un arc prêt à lâcher sa flèche. Il a parlé sans hâte, chaque mot soigneusement posé. J'ai demandé à ce que tout soit vérifiable avant d'en parler. Nous ne sommes pas ici pour des rumeurs. Voici des copies. Sa voix était claire. Autopsie, relevé bancaire, photographie, témoignage écrit. Je sentais la pièce se rapprocher, comme si les murs avalaient l'air pour que le silence soit plus lourd. J'ai senti mes doigts me brûler. J'ai serré inconsciemment le tissu de ma robe. Quand Elia a étalé les pages, la lumière a fait danser les lettres et les chiffres. J'ai reconnu l'entête froid du rapport d'autopsie avant même d'avoir lu une ligne, l'officialité d'un document. Je n'avais jamais lu d'autopsie. Les mots m'ont d'abord paru géométriques, abstraits, présence d'un agent interne non compatible. Je n'ai pas voulu que mon corps comprenne la suite. J'ai voulu rester dans les nombres, dans le cuir des dossiers, dans la certitude que quelque chose, quelque part, répondrait aux questions que l'on avait commencé à poser. Elia a fait glisser un relevé bancaire sous mes yeux. Les chiffres, alignés comme des soldats, racontaient quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Des virements, des comptes qui se croisent, des dates qui correspondaient au jour où le père était hospitalisé. Un nom revenait, discret, répété comme un fil sur une pelote. Okoro. Le même nom qu'Elia avait murmuré, celui du médecin dont la réputation avait parfois été chuchotée dans la maison. Elia n'a pas inventé d'histoire, il a donné des chiffres. Les chiffres ici avaient la force du clair-obscur d'un tableau. Ils ne mentent pas, ils exposent. Puis il a posé des photographies, des images jaunies, prises à l'époque, où l'on voyait une femme, seule dans une chambre qui ressemblait à une salle de maternité, un bracelet d'hôpital imparfait autour du poignet d'un nouveau-né. Sur une autre photo, la même femme, plus jeune, s'approche d'un lit où un homme repose. Il semble endormi, fatigué. Son geste est tendre. Il n'y a ni violence ni colère sur cette image, seulement une proximité trop intime pour être innocente. Au verso de l'une d'elles, un nom griffonné. Naomi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reconnu la courbe de mes lèvres dans le visage de l'enfant, la ligne du nez, la même façon de froncer les sourcils. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas la créature du scandale, la femme mise à nu devant les rires, mais une fille qu'on avait cherchée, tenue pour perdue, que l'on venait d'exhumer. Les photos n'étaient pas des preuves matérielles seulement, elles étaient des miroirs brusquement tendus devant mon passé. J'ai senti la pièce changer de fréquence. Les regards qui me fixaient n'étaient plus uniquement des armes. Certains, pour une frange de seconde, cherchaient une explication. Vanessa a eu une réaction mécanique d'abord. Elle a incliné la tête, comme pour mieux mesurer la taille de ce que l'on lui montrait, comme si l'aveu pouvait se moduler, se refuser encore. Puis sa bouche a bougé. Elle a murmuré un mot que je n'ai d'abord pas compris. Non. Un mot si bas qu'il semblait vouloir se cacher dans la nappe. Ce n'est pas vrai. Et puis elle a ri, un son sec qui sonnait faux. Qui a pu signer ça? Des faux? Sa voix cherchait l'arme de l'accusation pour détourner ce qu'on mettait sous son nez. Elia n'a pas répliqué. Il a sorti un dernier papier, délicat, presque solennel, une photocopie d'un document d'hôpital, étiquette, date, signature. Il l'a tourné vers la table, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu Vanessa pâlir, comme si l'encre elle-même la brûlait. Les mots sur la feuille liaient un nom à un autre, et il n'y avait pas de place pour une défense facile. La salle est devenue un lieu de confession. Vanessa s'est levée d'un bond, ses bijoux cliquettant comme autant de petits juges. Elle a avancé d'un pas comme pour avaler la table, et ses mains, d'ordinaire si calculées, tremblaient maintenant. « Vous pensez prouver quoi ?» a-t-elle crié, plus fort, comme si hausser le ton pouvait déplacer les pages et les preuves. « Vous ne savez rien de ce qui se passait. » Bianca a essayé de prendre la parole, de convoquer la colère en remède, mais sa voix s'est brisée. Marcus est devenu blanc comme le linge qui pendait aux cordes du jardin. Joy et Clara sont restées muettes, leurs doigts serrant la vaisselle comme si elles pouvaient tenir le monde ensemble. C'est à cet instant que j'ai entendu, au-delà des mots, les battements de mon propre corps. Des coups réguliers qui me rappelaient l'évidence d'un rythme. J'ai senti la mémoire affluer, non pas comme un flot mais comme une pluie fine, qui humidifie d'abord, puis délaye. J'ai repensé à cette nuit où j'avais vu une femme frotter un tissu sur un berceau vide. J'ai repensé à la douleur ancienne et vague qui m'avait réveillée. Les photographies, pour moi, n'étaient pas des preuves seulement. Elles étaient des confirmations d'un vide qu'on m'avait caché. Vanessa a commencé à parler d'elle-même, mais ses mots n'étaient plus calculés comme d'habitude. Ils étaient déchirés. Elle a dit des choses que je n'étais pas prête à entendre, et pourtant je les ai entendues, comme on écoute un mauvais disque que l'on ne peut arrêter. Elle a parlé d'un passé dont j'étais la conséquence, d'une décision qu'elle avait prise quand elle était jeune et seule. Elle a invoqué des peurs, des désirs, une course vers la sécurité. Sa voix s'est faite plus humble, et je lui ai reconnu enfin l'humanité que la haine et l'orgueil lui avaient longtemps volée. « Tu es ma fille », a-t-elle dit d'une voix étouffée.
Et cette phrase n'était pas posée comme une revendication, mais comme une supplication. Le mot mère, quand il est justement prononcé, a un poids qui écrase et soulage à la fois. Je sentais ma cage thoracique se déformer sous ce mot, comme si je devais choisir entre hurler et pleurer. J'ai pensé à l'enfant que j'attendais, ce petit être qui n'était responsable d'aucune décision de nos aînés. Et j'ai senti une colère nouvelle contre le monde qui fabrique des abandons. Et puis la confession a pris une pente plus dangereuse. Les relevés bancaires, les dates, la présence du nom d'Okoro, tout a été relié par la voix d'Elia. Il a expliqué qu'il avait trouvé des virements liés à des actes médicaux et des soins, des paiements versés qui ne correspondaient pas à des consultations habituelles. Il n'a pas détaillé ce que ces paiements impliquaient techniquement. Il a dit simplement qu'il rendait vraisemblable l'idée que l'on ait facilité l'apparition d'un état qui a permis une succession. On n'était plus dans l'accusation vague, on mettait en lumière un mécanisme, sans en décrire la mécanique intime. Le silence qui a suivi a été aussi violent que tout ce que j'avais connu. Vanessa s'est effondrée contre le dossier d'une chaise, comme si sa dernière armure venait de se briser. Son maquillage a coulé, et le visage dur s'est transformé en masque d'une pitié absolue pour elle-même. Elle a commencé à raconter, à voix basse, des bribes de ce qui s'était passé des années plus tôt. La peur d'un avenir sans appui. La tentation d'un geste qui assurait une place à la table, la culpabilité refoulée. Sa voix était parfois incohérente, écartelée entre justification et remords. Je me suis souvenu soudain de petites choses qu'on m'avait racontées enfant, des noms soufflés dans l'ombre, Joseph Adawal, un nom prononcé comme une légende de lumière difficile à atteindre. Et là, devant nous, des documents liaient un homme, un docteur, un transfert d'argent. Tout se recoupait. Le puzzle s'assembla d'un trait, sans qu'aucune pièce fictive n'ait à être ajoutée. J'ai senti mon monde s'effondrer, non par la force d'une explosion soudaine, mais par l'effritement des certitudes. Quand Vanessa a levé les yeux, elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un à qui l'on doit expliquer ce qu'on a fait. « Je voulais une place », a-t-elle dit, comme si tout était donc réduit à une revendication de statut. J'avais peur de ne jamais être vue. Son aveu, même formulé, n'excusait rien. Il n'a fait que révéler la misère d'un choix. Le plus cruel n'était pas la confession, le plus cruel était la logique qui s'ensuivait. Obtenir, à tout prix, ce que l'on croit assurer une sécurité. Ma première réponse a été physique. J'ai senti mes genoux fléchir, et une image de moi-même enfant, regardant un berceau sans nom, m'a traversée comme un coup de vent. J'ai eu l'illusion fugace de pouvoir me dissoudre en larmes de petite fille. Mais la fille que j'étais devenue, la femme qui avait survécu aux gestes humiliants, qui avait appris l'art de respirer, a pris le relais. J'ai rassemblé mes forces. La rage aussi était là, mais je l'ai contenue, comme on enferme un chien à bois dans une cour. Il fallait ordonner les émotions, emballer les mots pour qu'ils servent le vrai combat, la vérité et la sécurité de mon enfant. « Tu es ma mère », ai-je dit enfin, la voix redevenue posée. Ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance, un état. Mais cela ne me donne pas l'obligation de t'autoriser à détruire la vie que je porte. Mes mots sont tombés sur la table comme une vérité qui claque. Les réactions se sont succédées comme des petites vagues, un mouvement de recul, des respirations retenues, des regards qui cherchaient un cadre moral où se tenir. Vanessa s'est mise à pleurer, non seulement pour elle, mais pour la femme qu'elle avait été, celle qui avait pactisé avec des peurs. Elle m'a supplié d'un regard qui voulait me faire revenir à l'enfant. Je peux te dire des choses, j'ai des explications. Son ton était implorant, mais je ne voulais ni explication ni récit qui tenterait de soulager sa conscience par des mots. Je voulais que l'on comprenne que ce qui importait maintenant n'était pas son récit, mais les conséquences. Elia a fait signe, discret, comme pour rappeler que la chose ne devait pas se transformer en théâtre. « J'ai prévenu », a-t-il dit, calmement. Les autorités ont été informées. Sa phrase était factuelle, elle ne sonnait pas triomphante. Je n'ai pas senti dans son ton la joie d'une revanche. J'ai senti la mesure d'un homme qui ne veut pas que la justice se confonde avec la vengeance. Quelqu'un a appelé, et je savais que bientôt des voix officielles s'immisceraient dans la maison. La présence de la police, si elle devait venir, n'était pas pour me venger. Elle était pour poser une question que la famille elle-même ne semblait plus disposée à refuser. Il y eut ensuite des gestes administratifs qui me semblaient absurdes dans leur formalité. Des officiers prenant des notes, des signatures apposées, des copies demandées. Je me suis tenue droite pendant que l'on me questionnait sur des faits que la douleur rendait flous. On a demandé qui j'avais vu, quels agissements, si j'avais remarqué des détails. J'ai répondu honnêtement, sans dramatiser. Je n'ai pas cherché à dépeindre la maison comme un théâtre permanent de crimes. Je voulais seulement que la vérité trouve une place sur la table. La maison, elle est devenue du jour au lendemain
un espace de révélation et de départ. Vanessa et ses enfants ont été sommés de partir, pas dans un éclat, mais d'une manière administrée. Conventions et décisions prises par Elia et par des représentants qui semblaient déterminés à remettre de l'ordre. Le départ n'a pas été une fuite romanesque, il a été un exil organisé. Des cartons, des valises, des meubles que l'on rangeait froidement. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, ce qui signait encore leur existence matérielle, mais beaucoup d'objets restèrent sur place. Le geste le plus fort n'était pas la confiscation, c'était l'exil émotionnel, la reconnaissance publique de ce que la maison allait désormais rejeter. Bianca m'a regardé une dernière fois, comme pour chercher un salut dans mes yeux. Il n'y avait rien à offrir. Marcus est parti sans se retourner. Joie et Clara, petites marionnettes des habitudes cruelles, se sont tenues à distance. Leur monde se délitait lentement, mais je ne voulais pas exulter. La disgrâce infligée ne devait pas être un triomphe pour moi, elle était la réparation d'un ordre moral qu'on avait bafoué. Après leur départ, nous sommes restés quelques-uns autour d'une table, comme on se tient après une tempête, parce qu'il fallait nommer les actes sans se perdre dans eux. Elia m'a pris la main. Sa paume était tiède, solide. « Tu as été courageuse », a-t-il dit, et sa voix contenait à la fois l'aveu qu'il s'était senti impuissant et la certitude qu'on avait fait ce qu'on devait. J'ai répondu d'un mince sourire. On a parlé peu de ce qui viendrait ensuite. Le silence était déjà une forme de pardon. Je n'ai pas décidé sur le champ de rétablir un quelconque client. J'ai écouté Vanessa implorer, supplier, promettre, et je n'ai pas senti dans ses mots la transformation qui aurait pu me rassurer. Pardonner n'était pas le même geste que réintégrer. J'ai choisi le pardon pour ma paix, non pour la sienne. Je te pardonne, ai-je dit, avec une voix qui ne trahissait pas la violence du souvenir. Mais je ne veux pas que tu sois près de mon enfant. Mes paroles furent claires, sans embâge. Vanessa a hoché la tête, puis a craché une dernière phrase qui voulait paraître suppliante. Alors prends-le, prends cet enfant, et te voilà. Elle m'a appelée mère, encore une fois, comme un appel à la pitié. Je l'ai entendu, et je l'ai laissé. Après ces jours lourds, la vie s'est repliée sur soi. Les festivités au manoir ont cessé pour un moment. La maison, débarrassée de certains protagonistes, s'est ouverte sur d'autres routines. Moins d'invitations, moins d'apparence. Il nous a fallu réapprendre à vivre sans la présence menaçante de ceux qui avaient partagé nos murs. Pour moi, la guérison n'était pas immédiate. Il y a eu des nuits où mon ventre se tordait entre la douleur et la joie attendue. Parfois je me réveillais en sursaut, croyant entendre des talons ou des voix moqueuses. Mais il y avait aussi des matins où le soleil entrait plus généreusement dans la chambre et où le rire d'Elia, discret, me parvenait comme une promesse. Nous avons décidé de ne pas faire de scandale supplémentaire. La justice devait suivre son cours et je ne voulais pas que la vie de mon enfant soit prise en otage par une bataille publique permanente. Les autorités avaient ouvert une enquête, on m'en avait informé et j'ai coopéré et répété les faits que je connaissais. Mais je ne cherchais pas une revanche sensationnelle. Je voulais un futur pour mon bébé où les rumeurs n'auraient pas plus de poids que les preuves. Elia, de son côté, a veillé à ce que tout soit ordonné, qu'aucune âme ne reste sans répondre aux questions ou sans chance de se justifier. Les semaines enroulées, silencieuses et minutées. Elia et moi avons transformé les cicatrices en repères. Nous avons reparlé de projets, de routines, d'un futur qui ne serait plus dicté par la peur. Nous avons tenu compte de nos besoins. Certains soirs, nous restions assis à côté du jardin, la main dans la main, regardant les étoiles. Notre intimité n'était pas un feu d'artifice, mais une lampe douce, elle éclairait sans aveugler. Il y eut un moment, quelques mois plus tard, où nous avons décidé, simplement, de sceller notre engagement. Ce fut une cérémonie discrète, pas de grandiose, pas de foule, juste quelques témoins proches, la table remplie de pain fait main et des rires amortis. J'ai senti que me marier à Elia n'était pas une revanche sur le passé, c'était un acte d'espérance. Nous avons échangé des vœux courts, sans promesse exagérée, la promesse d'un regard fidèle, la promesse de protéger notre enfant, la promesse de veiller l'un sur l'autre. Ce jour-là, j'ai posé ma main sur la sienne et j'ai senti qu'il y avait, enfin, un partenaire qui connaissait mes cicatrices et avait choisi de rester. La grossesse m'a accompagnée comme une prière longue et parfois difficile. Il y avait des peurs persistantes, mais il y avait aussi des instants de grâce, les petites mains d'Elia qui caressaient mon ventre, des arrangements faits pour que je me repose, des préparatifs où l'on choisissait avec soin un nom, une couverture, un berceau. Nous avons construit un espace pour ce bébé, un espace sans rumeur, sans rancœur, où il pourrait grandir loin des ombres. Nous avons veillé à instaurer des règles claires. Vanessa ne pourrait pas approcher, pas même à distance respectable. La loi morale, parfois, est moins importante que la protection concrète que l'on offre à ceux qu'on aime. Le jour de la naissance fut inattendu dans sa douceur.
Ce n'était pas un spectacle grandiose, mais c'était un miracle ordinaire, la vie qui éclot dans un cri, la chaleur d'un nouveau corps posé contre ma peau. J'ai senti une douleur, certes, mais elle a été vite noyée par l'émotion absolue de tenir mon enfant. On l'a posé sur mon torse comme on glisse une lettre dans une enveloppe, un geste d'introduction au monde. Il a poussé un petit cri vigoureux, et j'ai ri et pleuré à la fois. Elia, les îles embuées, a pleuré silencieusement. Les premières heures ont été intimement parfaites. Une couverture douce, la respiration chaude de cet être qui venait d'arriver, et la certitude que, malgré tout, une vie était là pour recommencer. Nous l'avons appelé Josué. Le nom portait la promesse d'un chemin qui se fait, étape par étape, avec foi dans l'avenir. Quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai senti une paix froide m'envahir. La vérité m'avait libérée de la honte, mais c'était cet enfant qui me donnait la force définitive de tourner la page. J'ai pensé à Vanessa, et j'ai ressenti une résistance qui n'était pas la haine. C'était une détermination. Je pardonnais, mais je posais une limite. Personne qui avait choisi le mensonge et la perfidie ne serait autorisé à former, manipuler, user de l'amour d'un enfant comme d'un levier. Ma peine et ma colère avaient trouvé une forme pratique, la protection. La présence de Josué a changé les journées. Les bruits du manoir se sont adoucis. Nous avons aménagé une chambre claire, où le soleil entre le matin et où l'on entend le chant discret des oiseaux. J'ai parfois posé ma joue contre sa petite tête et je me suis surprise à écouter la plus belle orchestration, son souffle. La maison, qui avait connu tant de crescendo, s'est apaisée. Les jours de tristesse reviennent, parfois, comme une marée, des souvenirs, des paroles entendues, mais ils ne sont plus les maîtres. J'ai appris à les accueillir, à les nommer, puis à les laisser partir. Il y eut des moments de reconstruction, qui furent aussi des leçons d'humilité. Elia, moi, avons mis en place des règles familiales. Nous avons décidé d'enseigner à Josué la valeur de la vérité et la dignité de ceux qui luttent. Nous lui avons parlé, tout petit, de courage, sans sombrer dans l'amertume. Nous avons invité Clara et Joy à suivre une formation de réparation morale, pas pour la punir, mais pour leur donner une chance d'apprendre d'autres rapports humains. Certaines choses ne se réparent pas avec des mots, d'autres, en revanche, demandent une éducation nouvelle. C'était notre manière de reconstruire demain. Quelques lunes plus tard, les couleurs retrouvèrent le jardin. J'avais planté quelques fleurs près de la grille, en prenant soin de les choisir pour qu'elles ne soient pas exotiques mais robustes, des fleurs modestes qui reviennent chaque année. Un matin, je me suis assise sur le banc, Josué dans mes bras, et j'ai laissé le soleil poser ses rayons sur nos visages. Je regardais les feuilles bouger doucement, et je me suis surprise à parler à haute voix, non pas pour qu'on m'entende, mais pour me rappeler le chemin parcouru. « Nous sommes ici », ai-je dit, et ma voix était simple, sans vanité. C'était une constatation. La vérité, je l'ai appris, n'est pas toujours une explosion spectaculaire. Parfois, elle est un travail de fourmi, un dépôt patient de documents et de preuves, et parfois la patience est plus radicale que la colère. J'ai aussi compris qu'un lien de sang ne suffit pas pour définir une relation, et qu'un pardon conscient ne veut pas dire oubli. J'ai choisi, pour moi, d'être libre de la rancœur, en prenant la responsabilité de ne pas permettre que mon enfant soit exposé aux mêmes blessures. Ma décision a été ferme, pardonner pour ma paix intime, mais tenir la ligne pour la sécurité. Je n'ai jamais cherché à effacer Vanessa de l'histoire comme si elle n'avait jamais existé. Je lui ai donné ce que je pouvais, le pardon, sans lui rendre sa place. Parfois, tard le soir, quand tout est calme et que le bruit de la ville se fait lointain, je prends Josué contre moi et je le regarde dormir. Sa respiration est un chant et je le trouve parfait dans sa vulnérabilité. Je pense à mon propre passé, à la femme que j'étais quand on m'a jetée dehors enceinte et honteuse. Je revois le marbre froid, les téléphones, le rire, et je me dis que le chemin qui va de la douleur au jardin ensoleillé est long, mais qu'il est possible. La vie n'a pas effacé les marques. Elle les a transformées en cartes qui me montrent où j'ai été et m'enseignent où je veux aller. Je ne raconte pas tout cela pour chercher la pitié ni la gloire. Je le dis pour rappeler que la dignité peut renaître des ruines, que la patience peut être une arme, mais une arme qui soigne, pas qui tue. Que la vérité, lorsqu'elle est poursuivie avec la rigueur de documents et la constance d'un cœur fidèle, finit par dessiner un avenir plus juste. Si cette histoire vous a touché, partagez ce que vous ressentez en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits qui parlent de vérité, de force et de recommencement.